Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la deuxième séance du programme d'orientation sur la gouvernance locale. Je m'appelle Nathalie Dubois. Je suis directrice principale au sein de la division des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale et je vais animer la séance de ce soir. Good evening, everyone. Welcome back. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la deuxième séance du programme d'orientation sur la gouvernance locale 2023. Je m'appelle Nathalie Dubois. Je suis directrice principale au sein de la division des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale et je vais animer la séance de ce soir. J'aimerais passer quelques points. Vous pouvez citer dans la langue officielle de votre choix lors de la session. Si vous voulez écouter l'audio en anglais ou en français, vous pouvez cliquer le bouton Interprétation au bas de votre écran et choisir le canal de langage que vous voulez écouter. Vous avez également l'option de ne pas suivre un canal spécifique et juste écouter pour la discussion en direct. Cette session sera enregistrée et s'afficher sur la page web de la gouvernance locale orientation 2023. Si vous voulez y référer à cette session plus tard. Nous utilisons le format webinaire pour la session. Par conséquent, vous ne pouvez pas fermer vos micros ou les ouvrir vous-même ou d'activer vos caméras. La fonction questions-réponses est disponible pour vous pour soumettre vos questions rattachées à la présentation de ce soir. D'autres questions spécifiques à un sujet seront surveillées et nous allons offrir les questions et les réponses rattachées à la session de ce soir dans les deux langues officielles sur le site web de notre orientation dans un avenir à rapprocher. Si vous avez des problèmes techniques ou une connexion plus faible, il y a une option lors de votre courriel description pour appeler via téléphone. Alors, avant de débuter, j'aimerais partager quelques items importants. Sachez que vous pouvez écouter la session dans la langue officielle de votre choix. Si vous voulez écouter la séance en anglais ou en français, il suffit de cliquer sur le bouton Interprétation au bas de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. Vous pouvez aussi ne suivre aucun canal particulier et simplement écouter la transmission en direct. De plus, la session d'aujourd'hui sera enregistrée et affichée sur la page web de l'orientation sur la gouvernance locale en 2023, si jamais vous voulez la regarder à nouveau. Pour cette session, nous utilisons un format webinaire. Il n'est donc pas possible d'activer ou de réactiver votre microphone ou votre caméra. La fonction de questions et réponses est à votre disposition pour soumettre vos questions concernant la présentation de ce soir. Les autres questions portant sur des sujets précis feront l'objet d'un suivi et nous fournirons sous peu les questions et les réponses liées à la séance de ce soir dans les deux langues officielles sur notre site web d'orientation. I will pause for a moment to allow you to select Je vais prendre une pause pour choisir la langue de votre choix. Alors, vous pouvez maintenant sélectionner votre choix d'écoute préféré. Local governance orientation is a learning opportunity for elected and L'orientation de gouvernance locale est une occasion d'apprentissage pour les élus et les non-élus des représentants des gouvernements locaux où à recevoir d'informations charnières pertinentes à vos rôles dans la prestation de services dans votre gouvernance locale. La session d'orientation de cette année aura 8 sessions, y compris celle de ce soir, qui ont lieu pendant le mois de janvier et février. Les sessions donnent les détails et l'information d'inscription sont disponibles sur le site web de l'orientation de gouvernance locale 2023. Une 9e séance en présentiel est prévue au début du printemps 2023. D'autres détails suivront au cours des prochaines semaines. Our agenda for tonight. Notre programme pour ce soir aura une présentation d'André Daigle, qui est un avocat qui pratique dans le domaine du gouvernement local et la planification de l'utilisation des terres et des achats. André a une maîtrise en planification urbaine et rurale et une maîtrise de droit avec concentration
sur le droit municipal. Elle est ancien avocat de la ville et directeur de planification et de développement et greffier ou secrétaire de la ville. Alors, elle connaît très bien les questions de gouvernance locale. La présentation de ce soir offrira de l'information rattachée à la gouvernance et à l'administration des structures de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, en reconnaissant que les rôles diffèrent basés sur l'entité que vous représentez. Il peut y avoir certaines références lors de la présentation qui ne s'appliquent pas à votre rôle directement, mais la présentation offrira des perceptions dans les différentes structures de gouvernance locale, que ce soit les gouvernements locaux, les districts ruraux et les commissions de services régionaux, et se concentrer sur la gouvernance et l'administration de ces structures. La semaine prochaine, les sessions vont délimiter les rôles spécifiques et les responsabilités pour les représentants élus et non élus d'un gouvernement local et d'un district rural. Ce soir, la présentation se concentrera sur un haut niveau, c'est-à-dire sur les différentes structures de gouvernance locale, les gouvernements locaux, les districts ruraux et les commissions de services régionaux, et traitera des questions qui ou des groupes consultatifs ou gouverneurs peuvent connaître lors de leur mandat. André mettra donc en lumière les points clés en matière de gouvernance et d'administration et soulignera l'importance de comprendre les différences dans le rôle du décideur conseiller et de l'administrateur. Bienvenue, André. Merci, Nathalie. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à la session. Je vais commencer en disant que c'est excellent que vous avez des occasions de participer et d'échanger des connaissances. Et je vous remercie de me donner la chance de faire une contribution ce soir. Les municipalités, les CSR, les nouvelles entités, les communautés, les districts ruraux me tiennent à cœur, car ce sont vous qui représentez les preneurs de décision au niveau local. Et je trouve ça tellement d'importance que vous prenez le temps. Et puis, si vous prenez le temps, c'est à notre tour également de prendre le temps de contribuer, faire une petite contribution, si un peu, à l'apprentissage continu. Je trouve que quand on m'a demandé de présenter ce sujet, on peut en parler de long et de large, de la question de gouvernance et d'administration. Mais fondamentalement, je trouve que c'est important de revenir à l'origine. Il y a un contexte législatif que nous allons examiner. Il y a les questions de gouvernance et d'administration qu'on va aborder par la suite. Et ensuite, peut-être partager une couple de défis ou de choses que vous allez sans doute faire face durant votre mandat. Mais pour commencer avec le contexte législatif, non, previous slide, please. Thank you. Il faut se rappeler que les gouvernements locaux ou les prises de décision n'ont pas toujours existé comme on le voit aujourd'hui. Durant les années 70, lorsque les chances égales ont été mises en place, les gouvernements de comté ont été abolis et puis on a remplacé les gouvernements de comté avec des nouvelles entités municipales et des entités existantes. Mais on a laissé également une série de districts de services locaux. Et puis, l'objectif du temps, c'était de compléter l'exercice de représentativité ou le délai des gens élus dans le non-incorporé, éventuellement de tout avoir une représentation élue locale. Mais il faut quand même reconnaître que durant les chances égales, il y avait tellement un gros travail qui se faisait pour mettre en place une structure de prise de décision par rapport aux services versus les services locaux, qu'on a fait qu'est-ce qu'on a pu, mais le gouvernement a comblé ce vide-là et puis on se retrouve aujourd'hui avec presque
couverture totale de la province avec des élus locaux. Je pense que le ministre l'a mentionné hier qu'il y a peut-être 5 qui manquent, mais c'est quand même un bel accomplissement. On a des élus effectivement partout. Les commissions de services régionaux ont également commencé, ont remplacé les anciennes commissions de district dans les années 2013. Et puis, c'est un autre intervenant local il faut reconnaître, bien sûr, dans les prises de décision locales. Next slide, please. Prochaine diapo. Ça fait Si vous regardez toute compétence dans le pays et toute province, vous allez voir que chaque entité, chaque province organise sa gouvernance locale de différentes façons. Et au Nouveau-Brunswick, le gouvernement a créé ce que nous voyons aujourd'hui. C'est nous avons les gouvernements locaux et nous avons également des conseils consultatifs de districts ruraux et cela a été créé par la voie législative. La loi sur la gouvernance locale est une mesure législative qui crée ces entités, ainsi qu'avec ces divers règlements. Pour certains de vous, ce n'est pas, je veux dire en gamme, mais ce n'est pas votre première rodéo, bien sûr que vous savez cela. Et pour ceux et celles qui sont nouvellement arrivés, c'est important de reconnaître que nous n'existons pas sans mesures législatives qui nous donnent une certaine autorité, un certain contexte pour la prise de décision. Alors, pour les gouvernements locaux et les districts locaux, voilà, c'est la pièce principale, la mesure législative principale. Pour les commissions de services régionaux, vous avez une mesure législative de votre propre chef établit la loi sur la prestation de services régionaux. Et il y a des réglementations sur les frontières et des règlements également pour effectuer certains contextes de la loi, mais essentiellement, ça, c'est votre pièce fondatrice. Alors, avec ces deux mesures législatives, nous avons l'auditoire aujourd'hui, je crois, qui existe aujourd'hui grâce à la création de ces mesures législatives. Le gouvernement a pris des décisions pour permettre à ces entités d'exister et d'effectuer des fonctions locales. Prochaine diapo. Alors, lorsque nous considérons la question de gouvernance, il y a différentes façons de l'expliquer et j'ai trouvé que les présenteurs hier ont fait un bon travail pour en parler également en termes de rôle des représentants élus proportionnels au rôle du personnel et différentes façons de l'interpréter. Et ce que je peux y ajouter, c'est que lorsque nous considérons l'aspect de gouvernance, je le considère de perspective de la législation qui contrôle, qui s'applique en place, il y a une séparation des pouvoirs que vous allez voir lorsque vous commencez à exercer vos fonctions. Les représentants élus ont différentes fonctions que l'administration. Alors, parfois, j'aime le considérer du point de vue des gouvernements locaux, du moins, ont un rôle à y jouer dans la mesure législative. Et les trois joueurs que nous avons mentionnés plus tôt ont des décisions à prendre et également où nous avons une capacité consultative que nous prenons ou de conseiller. Les districts ruraux, par exemple, vont donner des conseils aux ministres sur des questions d'ordre local et la prise de décision qui doit se faire. Et les commissions de services régionaux ont un rôle également à jouer avec la gouvernance locale. Et je ne vais pas m'embarquer dans tous les détails des différents mandats, car les districts de services locaux ont vraiment eu des nouveaux mandats très intéressants depuis un certain temps et je laisse cela aux autres présentateurs qui vont traiter de cela plus tard. Alors, lorsque nous revenons aux gouvernements locaux,
Il y a deux façons essentiellement que vous prenez des décisions. Et je dis cela avec sérieusement, soit que vous adoptez des arrêtés municipaux, vous adoptez des résolutions. Voilà comment votre groupe de gouvernance prend des décisions et elles sont prises à une réunion spéciale ou une réunion régulière du conseil et peut-être de base, mais c'est un point de départ pour les prises de décision de gouvernance au niveau ces personnes élues. Les districts ruraux ont une capacité consultative, comme je l'ai dit plus tôt, et les conseils offrent un conseil sur la gouvernance relativement à leur mandat. Un des mandats que je connais le plus, c'est du côté de l'utilisation des terres, planification de l'utilisation des terres, et il y a une structure autour de cela et que nous pourrons mentionner un peu plus tard. Prochaine diapo. Alors, lorsque nous parlons des rôles législatifs et législateurs, c'est la pièce de gouvernance locale. On va vous demander, à un moment donné, possiblement d'adopter des arrêtés municipaux ou de réviser les arrêtés existants. Mais les domaines où vous pouvez prendre des décisions et que vous pouvez diriger la gouvernance locale pour traiter les préoccupations locales sont des exemples ici. Vous allez traiter d'eau et des égouts, vous allez traiter des lieux dangereux ou inesthétiques, des bruits, du stationnement des animaux, contrôle des animaux, le zonage, etc. Et voici des domaines où le gouvernement provincial vous a relégué cette responsabilité à vous pour voir et pour réglementer et ainsi que d'appliquer les droits et les fonctions nécessaires, comme vous le voyez bien, pour desservir les citoyens de la localité. Mais il y aura des sessions où on passera en plus de détails autour de la prise décisionnelle, autour du contexte plus tard avec d'autres présentateurs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Un autre chapeau que vous portez dans la gouvernance, c'est que vous êtes également un employeur. La réalité pour les gouvernements locaux ainsi que les CSR, c'est vous avez essentiellement l'embauche d'une direction du personnel pour vous assurer que vous puissiez entreprendre les fonctions. Ça fait techniquement, tout dépendant dans quelle loi on baigne, le gouvernement local, comme je l'ai mentionné tantôt, fonctionne avec la loi sur la gouvernance locale, notamment celle-là, et les CSR fonctionnent avec leur propre loi. Dans les deux situations, les élus n'entreprennent pas les fonctions des employés. Il y a une différence entre les preneurs de décision, donc ceux qui établissent les arrêtés, si c'est des arrêtés, des politiques, si c'est des politiques, ils sont les élus, et l'administration qui exécute ces priorités-là. J'aimerais vous exposer à un concept que vous allez probablement voir durant votre mandat pour les nouveaux, c'est que certains employés sont reconnus au niveau de la loi. On les appelle des employés statutaires. Par exemple, la trésorerie et le greffe, le bureau du greffe, sont deux fonctions essentielles aux bonnes opérations du gouvernement local. Le but, c'est de pas de rentrer dans 100% du détail ce soir, mais si vous voyez et si vous avez à transiger avec des gens qui occupent ces fonctions-là, tenez à l'esprit qu'ils ont des fonctions statutaires qui leur sont imposées pour rendre des comptes par rapport au budget, pour rendre des comptes par rapport aux prises de décision du gouvernement. Ils ont un rôle clé à jouer dans vos opérations. Et puis, bien que le gouvernement local, typiquement, n'a pas besoin de s'inquiéter du quotidien, je veux juste que vous sachiez que ça existe. Et puis, ensemble,
En ayant le rôle d'employeur, vous jouez également avec une équipe. Et chaque joueur, chaque fonctionnaire, les élus, comme l'administration, jouent un rôle clé dans le service local que vous allez rendre.
Diapo suivante. Alors, j'ai regardé la question de la gouvernance sous plusieurs angles. La loi, l'autorité habilitante, le fait que, en tant qu'élu, vous ayez la responsabilité d'être un employeur, vous examinez les budgets, vous êtes exposé à toute une gamme d'autres lois et règlements qui gouvernent vos affaires. Alors, plongeons un petit peu dans la question de la gouvernance et de l'administration. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors hier, Dave, Steven et Mark ont parlé de ça de différentes façons, mais je fais écho à ce qu'ils ont dit. Il y a une différence entre l'élu et le membre du personnel ou de l'administration. L'élu, vous rendez des comptes au public. Je m'attends complètement à ce que vous tendiez l'oreille. Vous allez aller au Tim Hortons local, au Chevalier de Colomb, différentes activités qui ont lieu dans la communauté. Et votre raison d'être élu, c'est parce que vous avez la connaissance de ce que veut l'électorat. Et le personnel rend des comptes au conseil. J'aime l'idée qu'on a évoquée hier de réfléchir aux priorités pour le gouvernement. Et la façon dont les élus locaux, me semble-t-il, cimentent cette direction. Oui, il y a des arrêtés municipaux et des politiques que vous allez adopter, mais ça a été suggéré hier et beaucoup le font. C'est un plan stratégique. Alors, ce n'est pas un document législatif, ce n'est pas un arrêté municipal ou une politique, c'est une chose que vous ne trouverez pas dans la loi sur la gouvernance locale. C'est une façon pour le conseil d'établir les priorités de ce que vous voulez faire dans les années qui suivent. Et partant de là, on arrivera possiblement à des changements d'arrêtés municipaux, à des priorités budgétaires et à des changements de politique également. Alors, en tant que gouvernement, je pense que l'élu fait son travail bien, que quand vous tenez compte des renseignements pertinents lorsque vous élaborez des politiques et des arrêtés municipaux. Il faut réfléchir aux différentes options. Alors, vous n'agissez pas à titre d'élu en isolement. Vous avez du personnel qui vous aide à évaluer les différentes options et alternatives. Et je n'ai jamais vu une administration vouloir fermer la porte à toute la pleine autorité que peut avoir un conseil. Par exemple, si un gouvernement veut aller dans un sens ou dans l'autre, changer un arrêté municipal ou une politique, le personnel, 99 fois sur 100, a toujours voulu travailler avec le gouvernement et dire voilà comment faire si vous voulez le changer, mais voici les répercussions. Donc cette discussion, bien que l'élu ait le dernier mot au niveau de la politique et de l'arrêté municipal, vous travaillez avec le personnel pour donner le bon ton et être sûr que vous n'abusez pas de vos pouvoirs. Et ça nous mène à la diapositive suivante. Non, on va juste rester là. Non, ça récapitule un petit peu ce que je disais plus tôt. Alors, au niveau de la gouvernance, le corps gouvernant, il y a 4 choses qui se tiennent. Vous devez pondérer l'information pertinente, vous devez évaluer les options, vous représentez tous les citoyens. Enfin, la loi sur la gouvernance locale est écrite de cette façon en tout cas. Et ensuite, vous devez prendre des décisions. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante?
Alors, du point de vue pratique, je trouve qu'il y a différentes façons, différentes métaphores qu'on peut utiliser et différents exemples. Et du point de vue de la gouvernance, je trouve que, à part si on a les aspects, à part les aspects tout à l'heure, donc la volonté, l'autorité et les ressources, je pense qu'il est important pour les fonctions de gouvernance, donc les élus qui sont ici, pour que ce soit clair, il faut que vous soyez clair, pardon, il faut que vous soyez présent dans le dialogue et que vous soyez décisif. À un moment ou à un autre, l'élu doit prendre une décision. Des fois, ça va prendre plus d'une réunion, mais il faut que ça finisse par arriver. L'administration est là pour appuyer, pour exécuter et pour rendre des comptes. Donc, si vous regardez ça de ce point de vue, non seulement cela conceptualise un petit peu une division entre la gouvernance et l'exécution, mais ça revient également à la loi habilitante. Une fois que le gouvernement prend des décisions, et vous allez voir pendant les séances suivantes, c'est l'administration qui doit mettre tout ça en œuvre. Et pour vous donner un exemple de où les limites sont un peu floues, et là je remets un petit peu mon chapeau juridique, et ce n'est pas pour vous faire peur. Je dis tout ça à la plaisanterie, bien sûr. Mais c'est toujours bon d'avoir une application de où se trouve la limite et de quel genre de responsabilité cela peut impliquer. Donc, les élus, vous laissez le quotidien à l'administration. Mais si vous regardez Glasgow versus Brown, vraiment, André, vous allez dire vraiment, André, vous remontez à 1907, mais c'est une décision de la Cour suprême du Canada et parfois, la jurisprudence ne change pas trop au fil des ans. Et je suis sûr que ça pourrait s'appliquer aujourd'hui si quelque chose se passait, quelque chose de semblable. Mais ça illustre un exemple de là où les limites ont été dépassées. Donc, dans New Glasgow, ce qui s'est passé, c'est que la municipalité a fait des projets capitaux dans le système. C'était des tuyaux de 12 pouces environ, et il y en avait en trop. Et donc, un des conseillers a décidé de les vendre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça partait d'une bonne intention. Je pense qu'il voulait faire du bien pour la municipalité. Il s'est dit, bon, je vais m'en occuper. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de personnel, ou peut-être qu'il y en avait assez, mais qu'il a décidé de se faire le contremaître, mais il les a vendus à perte. Donc, 7 jours après la vente, il s'est aperçu qu'il n'avait pas de motion du conseil pour le faire. Et donc, il a présenté ça au conseil pour prendre la décision de vendre tout ça, alors que la vente avait déjà été effectuée. Mais ce qui s'est passé, c'est que le conseiller est devenu personnellement responsable de la différence de prix entre le coût et le prix de vente. Et le ratio, ce qu'on appelle un ratio, c'est un mot qui veut juste dire que ça établit un précédent, et c'est ça le noyau de l'histoire, c'est qu'à moins que ça ait été autorisé par le conseil, un conseiller ne peut pas vendre les biens de la municipalité. Donc, venir après coup et demander pardon, ça n'a pas marché et le conseiller a été tenu responsable de la vente des tuyaux. Alors, soyons clairs ici, je ne m'attends pas à ce que ça ait lieu ou à ce que ça arrive à qui que ce soit ici, mais disons que dans ce cas-là, si les faits avaient été un peu différents et que le personnel avait été responsable de vendre les tuyaux de 12 pouces, eh bien, vous devez obtenir l'autorisation du conseil pour éliminer des biens de la municipalité. Donc, du point de vue du personnel, instinctivement, eh bien, on se demande est-ce qu'on a l'autorité de faire ça? Si on n'a pas l'autorité, eh bien, allons la chercher. Est-ce qu'on a déjà l'autorité qui est déléguée dans l'arrêté municipal ou est-ce qu'il nous faut une résolution du conseil?
retourner ça à l'envers pour acheter les choses. Encore une fois, est-ce que c'était dans le budget l'année dernière? Est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Ça a été approuvé très bien. Le personnel va toujours se demander est-ce que le projet ou l'achat est prêt à avancer, que ce soit un gazebo, une déneigeuse ou du sel. On est toujours dans l'état d'esprit où on se dit bon, l'argent est là, la résolution est là, mais on a besoin, on sait combien de sel on va acheter, où on va mettre le gazebo et tout ça. On va demander cette résolution. C'est automatique, c'est instinctif. Et on me l'a rappelé de nombreuses fois. Qu'au niveau des responsabilités, c'est les finances qui vont vous en parler parce que quand il faut payer la facture, c'est eux qui vont s'assurer que la résolution soit en place pour se faire. Donc, c'est juste un exemple ou une illustration de là où il serait de bon ton de montrer que le projet en immobilisation a été approuvé. Mais laissez l'administration à l'administration.
Alors, les conflits d'intérêts auxquels vous pourriez avoir à faire face, les autres membres du conseil ou les gens qui sont aux tables de prise de décision, ces conflits d'intérêts viennent des principes que j'aime qualifier de venant de l'équité. Donc, les avantages de ce genre de loi ou de ce genre de mots qu'on trouve aujourd'hui trouvent leurs racines dans les principes d'équité. Donc, quand des lois sont en place, quand il y a un vide dans une loi, les tribunaux ont interprété ce que ça voulait dire que l'équité. Donc, ils ont géré des questions de conflit d'intérêts, de biais, des questions de confiance, des questions d'équité, du processus. Et à mesure que les gouvernements ont progressé au fil des années, et ils ont commencé à mettre en place et à sculpter différentes composantes dans les lois. Par exemple, on va parler du concept d'équité dans la loi sur la gouvernance locale, qui a des dispositions précises sur les conflits d'intérêts. Et ces dispositions concernent les gouvernements locaux d'une façon qui leur dit comment ils doivent déclarer l'intérêt et comment ils doivent compter l'intérêt et ce qu'ils doivent faire pour éviter le conflit. Ces dispositions pour la gouvernance locale sont incluses dans la loi sur la gouvernance locale, mais les districts ruraux, la loi sur les gouvernements locaux ne s'applique pas ici, mais les conseils régionaux de services ruraux ont des dispositions sur les conflits d'intérêts dans le règlement, c'est reconnu dans la loi et dans les règlements, mais les mécanismes de ce que vous devez faire sont dans le règlement. Donc, je ne vais pas rentrer dans toute la mécanique de tout ça, c'est d'autres personnes qui vont vous le présenter. Diapo suivante. Il est toujours intéressant, comme on regarde le programme d'opportunité égale, d'égalité des chances, et l'abolition des gouvernements de comté, la création des gouvernements locaux et tout ça, l'histoire de l'histoire de la création des gouvernements locaux, les dispositions de conflits d'intérêts tels qu'on les connaît aujourd'hui, ont vraiment fait un pas en avant, un grand pas en avant en 1979. Donc, l'ancien maire, M. Wheeler de Moncton, est décédé en 2010. Mais il a fait diverses contributions positives au gouvernement au fil des ans. Et quand il est décédé, on a envoyé beaucoup de fleurs, il y a eu beaucoup de remerciements et ainsi de suite. Une des choses auxquelles il a participé, ce n'est rien de mal, laissez-moi finir l'histoire, c'est que lorsqu'il était maire, il y a eu des contrats qui ont été présentés au conseil et ces contrats avaient des affaires avec une des entreprises qu'il gérait. Alors, il a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire il a déclaré le conflit d'intérêts et il s'est enlevé, il s'est retiré de la discussion. C'est ce qu'on nous demande de faire de nos jours. Mais, vu que les seules lois qui existaient en 1979 étaient désuètes, il a dû abandonner son poste au bout d'un moment. Quand il y avait un conflit d'intérêts, une disposition de conflit d'intérêts à l'époque, vous deviez regarder la loi en question pour voir comment vous gériez ça et la façon dont la loi sur la conciliation de Moncton existait. Eh bien, c'est que cette loi stipulait que c'était que personne ne pouvait avoir le poste de maire s'il avait tout intérêt dans un contrat
fait avec la ville pendant son mandat de maire. Donc, c'est là que la loi est allée dans l'extrême et a fini par disqualifier le maire de son poste. Mais ce n'était pas avant que la Cour suprême du Canada n'envoie quelques pics à l'Assemblée législative. Donc, la seule loi qui gérait les conflits d'intérêts à l'époque au Nouveau-Brunswick datait de 1946. Donc, c'était des mesures désuètes au niveau où elles n'avaient pas de disposition pour bien, protéger une personne qui était une personne d'affaires et qui pourrait la laisser participer au conseil municipal, et la Cour suprême du Canada a dit toutes les autres provinces du Canada ont des lois pour permettre aux personnes d'affaires qui ont les intérêts de la communauté à cœur et des gens qui peuvent effectuer des contributions positives dans les gouvernements locaux. Ces personnes devraient pouvoir siéger aux gouvernements locaux et ne pas perdre leur poste quand ils font ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'ils déclarent le conflit d'intérêts et qu'ils se retirent de la situation en question. Donc, ce que l'on voit de nos jours, qu'il y a dans plusieurs lois, dont la loi sur les gouvernements locaux, ces dispositions sont là grâce à la situation qui a eu lieu, qui est arrivée à M. Wheeler en 1979, lorsque la Cour suprême du Canada a donné la directive au gouvernement de changer la loi. Donc, vous allez étudier ça de plus près plus tard. Une des choses sur lesquelles je voudrais vous laisser, diapo suivante s'il vous plaît, c'est que quand on pense à des conflits d'intérêts, ça vient de principes de longue date disant que vous servez 2 maîtres à la fois. C'est un faux pas, vous ne devriez pas faire ça. Donc ce petit diagramme montre 3 éléments d'un conflit d'intérêt, une situation de conflit d'intérêt. Premièrement, il y a la situation. Il y a soit un contrat ou une autre situation qui est présentée au conseil. Le deuxième élément, c'est que ce membre a un intérêt des 2 côtés du contrat. Et la troisième chose, c'est que ça peut être le même membre, mais ça pourrait être également une personne liée par une association familiale. Et il y a une définition pour ça. Et on ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui. Encore une fois, vous allez étudier ça avec d'autres animateurs. Donc, savoir comment le savoir, comment le reconnaître et comment savoir quoi faire. Donc, je voudrais passer à la diapo suivante.
On va considérer un exemple d'un bris de conflit ou disons de code déontologique. On va utiliser Ontario comme exemple, puisque c'est pas qu'on peut toujours prendre sur l'Ontario, mais les amis de l'Ontario, mais il s'agit d'un bon domaine où rechercher des exemples, des choses qui sont bien déroulées et d'autres choses qui sont mal allées. Et je trouve qu'en Ontario, ils sont aussi en litige que je trouve que les Américains le sont lorsque ça vient à raffiner la question d'autorité. Et voilà, c'en est une où techniquement, pour un code de bris de code de conduite ou le code déontologique, ça a été défié. C'est le maire de Whitechurch, Starfield, avait un mur, et vous pouvez regarder ceci, là, des mots-clés, avait un mur de frappe des personnes qui voulaient congédier et qui voulaient enlever de certains comités, qui voulaient ajouter, et ainsi de suite. Et ce mur, si vous voulez, de photos, ça dit que vous êtes congédié. Et c'était dans sa propre salle de toilette. Et qu'elle allait, c'est mon plan de jeu, ainsi de suite. J'ai d'abord, c'est facile à faire, mais c'est un sujet très délicat parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une plainte en vertu du code déontologique pour du harcèlement en milieu de travail. Il y avait une plainte qu'un maire a tenté d'influencer qui a porté une mauvaise réputation du maire. En Ontario, il faut nous dire qu'il y a un commissionnaire de l'intégrité, un rôle, et a joué. Et dans certaines plus grandes municipalités, c'est une exigence comme rôle. Et il y a une histoire derrière cela, mais techniquement, c'est un rôle exigé. Alors, c'est un bureau, un agent indépendant qui peut faire une enquête d'une plainte. Et c'est le plus vers l'ouest, en Colombie-Britannique, l'Ombuds a du ce rôle à différents niveaux, et le même genre de rôle peut venir et enquêter la situation indépendamment du gouvernement local. Et avant de nous emballer trop au sujet, ça n'existe pas au Nouveau-Brunswick. Moncton est une municipalité qui se rapproche plus d'avoir nommé un commissionnaire à l'intégrité et c'était un média public et d'embaucher pour une firme pour considérer sur une base cas par cas des plaintes qui arrivaient. Mais ici, en Ontario, le commissaire à l'intégrité a fait une enquête et a fait 2 recommandations. La première recommandation était que le maire émette une imprimante formelle et que sa rémunération soit suspendue pendant 30 jours. Le maire a décidé de ne pas se conformer avec les désirs du conseil et il y a eu un autre commissaire de l'intégrité, rapport de l'intégrité, une autre décision du conseil de faire augmenter les conséquences qui comprenaient une imprimante formelle, suspension de la rémunération, enlèvement du maire de tout membre du comité pendant que son mandat en poste. Également, à l'exception de cela, aucune autre forme de communication était permise. Il n'y a aucun autre avec le personnel. Il a dû remettre ses clés et n'avait pas accès aux établissements municipaux, sauf l'hôtel de ville lors des heures d'affaires, des heures d'ouverture. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que c'est allé au point d'être défié dans les tribunaux et en Ontario. Lorsqu'une municipalité prend des décisions, de telles décisions, ils adoptent un arrêté. On adopte soit un arrêté ou une résolution. En Ontario, elles adoptent des arrêtés municipaux. C'est ce qu'ils font. Alors, c'est allé sur la révision juridique et le tribunal a écrasé et éliminé 3 de ces mesures
qui était considérée être punitive de par la nature. Aucune autre forme de communication est enlevée. Remettre ses clés a été enlevé. Aucun accès aux établissements municipaux, sauf lors des heures d'ouverture, a été enlevé. Et ce que le tribunal a dit, c'est que vous devez revenir à la loi habilitante. Aucun endroit, est-ce que dans les lois habilitantes, est-ce que vous faites éliminer un membre du conseil pour un bris de code de conduite? Vous pouvez le réprimander, vous pouvez le limiter, mais ça revient au statut qu'avez-vous le droit de faire dans le règlement ou des lois, sauf la rémunération et la réprimande et l'enlèvement des comités, qui est un autre levier qui était là. Il a été trouvé comme étant excessif dans les mesures qu'ils ont entreprises. Mais l'emprise, ce n'est pas de dire qu'on va voir comment on peut aller avec cela, mais ce qu'il faut dire, c'est de comprendre que le code déontologique, le code de conduite, commence avec le conseil, se termine avec le conseil. Vous devez trouver une façon, aussi inconfortable que ça peut paraître, de composer avec une plainte contre possiblement vos conseillers, vos collègues conseillers. Comment faites-vous faire avec cela? Que vous l'envoyez à une tierce partie, que vous en composez vous-même, vous devez prendre en considération d'autres facteurs. Mais jusqu'à quel point vous pouvez aller, souvenez-vous qu'il faut revenir à la loi habilitante. Alors, je crois que c'est approprié à ce moment-ci, si on peut aller à la prochaine diapo. Et voilà, c'est une autre référence, vous allez avoir cela. La présentation PowerPoint, je laisse avec vous, les liens sont là. Prochaine diapo. Alors, certains effets saillants, ou des choses dont il faut se souvenir, ce n'était pas exhaustif, je reconnais cela, mais j'apprécie que tout le monde en appelle. Sans doute, vous avez eu des expériences semblables et vous pourrez ajouter beaucoup à ce que je viens de dire plus tôt. C'est simplement ma contribution à certains des éléments qu'on m'a demandé de discuter aujourd'hui. Et pour le représentant élu, comprendre l'encadrement législatif, c'est important. Fonctionner au sein de vos pouvoirs, merci bien. On va changer la diapo et fiez-vous sur votre équipe. Faites confiance à votre équipe. Alors, en blague, je dis cela, bien sûr. Je parle de loi, j'ai parlé de conflit. Le maire qui s'en va avec la salle de toilette de honte. Mais il semble que c'est beaucoup de choses qui arrivent en même temps et il peut paraître que vous n'êtes pas certain dans quelle direction vous devez aller. Mais ça peut porter à confusion pour les nouveaux arrivés ici. Mais il faut vous rassurer qu'à ce moment donné, les choses vont se débrouiller au fur et à mesure que vous allez avoir des dossiers, que vous preniez plus de décisions et avec votre personnel, vous allez travailler ensemble pour établir des priorités, des objectifs pour votre région, pour votre localité. Vous allez voir que ce chemin sera beaucoup plus net et précis. Alors, Nathalie. Son son est très, très bas, très difficile de l'entendre. On va prendre une pause de 5 minutes avant de continuer. Ça va revenir dans 5 minutes. Merci.
On prend une pause de 5 minutes et je remercie M. Daigle. J'ai dit que sa présentation était très éducative, avec un touche d'humour, et je suis certain que c'était beaucoup apprécié par tous les participants.
Bienvenue tout le monde. Marc est au bon endroit. Est-ce que les districts ruraux ont une participation dans la préparation d'un budget? Ceci sera traité la semaine prochaine dans les sessions sur les districts ruraux. Alors, restez rassurés que ces questions plus spécifiques pour les districts ruraux seront réglées en temps et lieu. Est-ce que vous dites que les conseils de districts ruraux ont des pouvoirs de décision? Il faudrait ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Non. Bon, le problème technologique du jour. Bon, voilà. Peut-être mieux ne pas m'entendre, je ne sais pas. Mais non, pour pratique, non. Si vous les laissez porter à croire que les districts ruraux avaient des pouvoirs de prise décisionnelle, non. Il faut préciser cela tout de suite. Pas des pouvoirs de prise décisionnelle lorsque ça vient à la prestation de service et pas des pouvoirs décisionnels lorsque ça vient à décider sur des questions du genre de services qui sont offerts. C'est une recommandation. Le pouvoir de recommandation en tant qu'avocat, je pense toujours, bien, comment est-ce que vous pouvez vous rendre à cette recommandation? Comment vous faites une recommandation? Eh bien, il doit y avoir une décision. C'est comme ça que je le vois. Alors, un vote, proposé à plusieurs, peut-être, dépendant de la formalité que vous allez suivre. Alors, c'est ça la décision que je veux dire. C'est ça la prise décisionnelle qui doit arriver aux districts ruraux, mais ce n'est pas en termes de services qui sont offerts. C'est une décision de faire une recommandation. Et j'espère que je n'ai pas porté confusion à l'auditoire avec ma présentation. Le rôle des districts ruraux du Conseil consultatif seront élaborés la semaine prochaine également. Vu le nombre de modifications à la loi et des modifications aux modifications qui est arrivé depuis cette dernière année, le gouvernement va-t-il préparer un statut consolidé afin que ce soit compréhensible? Croyez-moi, nous anticipons également obtenir ce document en main propre. Les règlements consolidés devraient suivre sous peu ou peu après. Alors, je suis convaincu que le ministère enverra des avis lorsque la loi sera modifiée ou consolidée, devrais-je dire, parce que c'est tout modifié, c'est tout ça appliqué. En application, c'est juste simplement que ça n'a pas été placé dans un document pour être consulté. Est-ce légal pour le gouvernement d'exiger aux membres du Conseil de signer un document les interdisant d'exprimer une opinion sur le rendement des gestionnaires de districts régionaux ou du personnel? Ça, de nouveau, c'est un sujet spécifique dont on traitera en plus de détails la semaine prochaine. On va traiter, la présentation traitera des rôles et responsabilités des sites de services locaux, des conseils consultatifs, c'est-à-dire, et vont traiter des codes de conduite et politique et des détails se rattachant à la création et l'autorité légale pour établir une politique. Nous allons vous donner quelques minutes pour autres questions si vous en avez. Sautez. En vertu de quelle autorité, s'il y en a une, est-ce qu'un maire ou un conseiller peut être démissionné de ses fonctions, c'est-à-dire?
conflit d'intérêt, un bris de conflit d'intérêt, où vous ne pas divulguer l'intérêt et ne vous êtes pas enlevé de la salle et ne pas participer dans les délibérations. Et le résultat final, comme j'ai mentionné plus tôt, c'en est une. C'est l'approche du marteau lourd également, c'est que les tribunaux provinciaux qui traitent de ces situations. Et uniquement un juge peut défaire un membre du conseil de leur poste pour un bris d'un conflit d'intérêt. Ça, c'est un élément. L'autre, c'est un délit contre le code criminel. Je ne vais pas passer cette route parce que vous allez penser que je suis ici pour semer la crainte, mais voilà les exceptions à la règle. Et le troisième, franchement, c'est au moment des élections. Un autre, est-ce qu'un maire ou un conseiller peut-il approuver du travail qui est au-delà des limites de dépenses sans l'approbation du conseil? Comme exemple, disons qu'il y a une limite de dépenses de 3 000 $. Est-ce qu'ils peuvent en dépenser 10 000 $ et revenir et demander pour la différence après que le travail ou l'emploi est effectué? Alors, ça, c'est une question spécifique de nouveau au sujet des opérations et des politiques d'un gouvernement local. Et on va en traiter lors des rôles et responsabilités, des sessions pour le conseil. Avez-vous quelque chose que vous aimeriez ajouter à ceci, André? Parce que je pense que c'est assez spécifique. C'est hypothétique, bien sûr. Merci de la grenade et d'avoir enlevé les C'est pas faire l'avocat avec ceci. Bon, écoutez, la seule chose que je peux dire, c'est lorsque ça vient dépenser de l'argent, les gens de la trésorerie, les conseillers de la finance et les juridiques se tournent toujours vers des autorités pour une résolution et peut-être qu'une délégation générale dans les arrêtés ou un article budgétaire qui a été approuvé. Et il y a toujours une piste en quelque part qu'il faut rechercher pour voir que ce soit permis, mais ce n'est pas à la loi. Ce n'est pas rédigé à la loi. De cette façon-là, ça doit être par moyen d'un arrêté municipal ou d'une politique du conseil. Je devrais dire dans cette situation hypothétique, tout comme le cas que nous avons vu plus tôt, le cas de 1903, 1907, dis-je, ce n'est pas une situation qu'on demande. Je pense que c'est un bon plan de jeu, un jeu de plan de jeu.
Une autre, est-ce que les maires et les conseillers tombent sous le coup de l'autorité du Conseil du travail et de l'emploi du Nouveau-Brunswick? Alors, il y a différentes façons d'envisager la question. Est-ce que vous pourriez préciser un peu? Il va falloir que je présume ce que les gens voulaient dire. Je me demande s'ils sont considérés comme des employés à ce titre. On pourrait juste réfléchir à leur question et fournir une réponse écrite avec toutes les subtilités que cela pourrait sous-entendre. Oui, est-ce que la personne pourrait faire un petit peu un suivi pour clarifier et pour que je sois sûr que je comprenne bien la question? En général, je vois l'employeur ayant des responsabilités différentes de celles des employés, d'un employeur ayant des responsabilités différentes de celles des employés. Ou s'il faut un suivi pour mieux comprendre, on va y réfléchir et on réfléchira, on répondra par écrit plus tard. Alors, est-ce qu'il y a des lois? S'il y a des lois qui s'appliqueraient, quelle loi s'appliquerait à un terrain s'il était donné à la municipalité? Alors, deux choses me viennent à l'esprit. Premièrement, c'est pas vraiment un don, mais quand vous divisez des terres, et il y a cette chose qui s'appelle le mentir à des fins publiques, mais ça tombe sous le coup de la loi sur le cadastre. Donc, si un terrain est donné à la municipalité, vous devez regarder le terrain qui a été donné, mais la municipalité d'une corporation, à titre de corporation, peut recevoir un terrain, peut recevoir des biens et des services, comme une personne le pourrait. Et donc, il faut gérer ça en fonction de comment ça a été reçu et de la façon dont le conseil veut gérer ce terrain. Donc, ça fait penser à d'autres choses que je devrais garder à l'esprit si je veux recevoir un terrain, pas moi, mais le gouvernement local. C'est est-ce que vous avez une politique en place sur la gestion de ce terrain? Est-ce que vous avez besoin d'un arrêté municipal? Ça dépend de la taille du terrain. Il y a différentes choses dont il faut tenir compte. Donc, vous pouvez le recevoir. Donc, la règle générale vous permettrait de recevoir un terrain. Est-ce que les conseils peuvent déléguer l'achat ou l'élimination d'équipements mineurs à des comités? Alors, il faudrait que la réponse est dans l'article 9 de la loi sur la gouvernance locale. Il y a des choses que vous pouvez déléguer. C'est un point de départ. L'autre élément que vous devez prendre en compte, c'est que ça doit être fait par l'entremise d'un arrêté municipal. Vous ne pouvez pas déléguer des pouvoirs d'adoption d'un arrêté municipal ou des pouvoirs de délégation. Donc, c'est possible, mais
Il faut que vous regardiez ce que vous pouvez déléguer ou pas. C'est vraiment l'exercice de la diligence raisonnable. Pardon. Merci. Donc, encore une fois, même si on a répondu à ces questions ce soir avec André, on fournira une réponse par écrit. Alors, vous avez dit qu'on devrait se familiariser avec les arrêtés municipaux de la gouvernance locale. En tant que nouveau membre du conseil dans un district de conseil étendu, est-ce qu'on doit changer nos arrêtés municipaux? Alors, instinctivement, je dirais qu'il y a certains arrêtés municipaux que vous pouvez adapter, changer. Le zonage, par exemple. Le zonage s'applique à une zone particulière et il y a la loi sur la gouvernance locale vers les paragraphes 39, 40 qui dit que vous devez incorporer certaines choses selon les arrêtés municipaux, mais je crois qu'il y a eu un changement législatif vers la fin de l'automne qui disait que vous devriez passer par l'exercice de modification d'arrêté municipal quand vous faites une fusion, quand vous consolidez deux gouvernements locaux. Je crois qu'il faut les changer. Je crois, mais encore une fois, quelqu'un en a parlé plus tôt. Depuis décembre 2021, il y a eu plusieurs changements à la loi. Et je pense que c'en était un. Mais je me base juste sur ce que quelqu'un m'a dit. Je ne l'ai pas vérifié, malheureusement. Donc, encore une fois, on vous donnera plus de détails dans les réponses écrites, parce qu'il pourrait y avoir des détails qui devraient être ajoutés aux questions. Où est-ce que les réponses écrites à ces questions seront affichées? Alors, elles seront avec les présentations sur le site web de l'orientation. Et elles seront affichées dès que possible, à l'évidence. Donc, je pense que le lien vous sera envoyé après les séances. Donc, je ne veux pas dire à la fin des 8 séances, mais plutôt dès qu'on pourra. Comme on l'a dit hier soir, je pense que vous tous et vous toutes savez comment joindre le ministère. Vous pouvez envoyer des courriels à vos points de contact. Vous pouvez nous joindre par l'entremise du site web. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou vos commentaires à la suite de la présentation de ce soir. À titre de rappel, la prochaine séance sera mercredi soir prochain et ça couvrira la gouvernance et la prestation de services pour les gouvernements locaux. Comme vous le savez, toutes les présentations ont lieu de 18h30 à environ 20h30 sur Zoom. Veuillez vous assurer de vous inscrire à l'avance si vous ne l'avez pas déjà fait pour obtenir le lien Zoom. À la suite des présentations de la semaine prochaine, les 4 séances suivantes auront lieu chaque mercredi en février. Nous apprécions le fait que tant de personnes prennent part à ces séances. Merci d'avoir été avec nous. Nous avons hâte de vous voir lors des prochaines séances. Bonne soirée.